Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, comment apprendre à travailler plus vite, comment alléger sa charge mentale? On va en parler avec Nicolas Duguet, conférencier, directeur général de Préfera et l'auteur d'un livre, Gagnez 15% de votre temps et réduisez votre charge mentale et libérez votre temps et votre esprit, édition Jouvence, il est notre invité. Le cercle RH, les discriminations à l'embauche, c'est un sujet dont on parle depuis des années. Est-ce qu'elles se sont réduites? On va revenir évidemment sur des études passionnantes pour essayer d'expertiser exactement l'état de la situation de ces discriminations et quelles sont les personnes les plus victimes de discrimination à l'embauche. On en parlera avec deux experts. Ils seront nos invités dans le cercle RH de Smart Job. Et puis fenêtre sur l'emploi, les anciens militaires, un vivier de talent pour les entreprises privées. Oui, c'est vrai que ces militaires sont chassés. On en parlera avec Clément Tétu, président fondateur du cabinet RH Pépite. Il est justement spécialisé dans les profils d'anciens militaires. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, comment apprendre à travailler plus vite? Alors l'idée, c'est pas d'être dans une surproductivité, c'est d'être plus à l'aise dans son travail. On en parle avec Nicolas Duguet, un habitué de notre émission. Bonjour Nicolas, conférencier et directeur général de Préfera. Alors vous avez écrit plusieurs livres et le dernier est au cœur du sujet dont on va parler. Gagnez 15% de votre temps et réduisez votre charge mentale chez Jouvence. Nicolas Duguet, Siem Jaffar, Ingrid Petitjean et Erika Kingsoon pour les auteurs qui ont travaillé. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers cela? On travaille mal? On peut rationaliser? Oui, on peut rationaliser. Non, je n'irais pas dire qu'on travaille mal. C'est juste qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que partout, tout le monde cherche du temps. 15% d'une journée, c'est en gros 216 minutes. Ça intéresse tout le monde. Et donc, on est allé regarder sur la base d'études scientifiques, des neurosciences et d'expérimentations concrètes dans les entreprises, comment on pouvait faire pour gagner ces 15% de temps et effectivement réduire sa charge mentale et sortir de la fameuse machine à laver permanente. La charge mentale, c'est quoi? C'est l'accumulation de données qui viennent de partout, qui s'accumulent, qui se mélangent et qui font quoi? Qu'on perd en efficacité. Oui, c'est l'accumulation en ce moment et ce auquel je dois penser ce soir, demain, après-demain, et la tonne de dossiers que j'ai sur la table, à la maison et au bureau, et c'est souvent représenté par la fameuse to-do list. Et d'ailleurs, sur la to-do list, on a déjà un premier élément qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens, quand ils repartent chez eux, ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas fait leur to-do list. Il y a un biais de surconfiance. Je me mets 12 choses à faire dans la journée, et si j'en fais que 6, le soir, je suis déçu. Il vaudrait mieux en faire 6 sur une liste de 6 que 6 sur 12 mentalement. Vous le constatez sur le terrain, parce que vous êtes aussi celui qui accompagnait, qui donnait des conseils. C'est aussi votre métier. Vous dites, les durées de formation, alors parfois ça pouvait être 5 heures, une journée. Là, vous dites, formation d'un réseau de pharmaciens avec des séquences de 1h30. Donc même ceux qui sont vos clients vous demandent d'aller plus vite. Oui. C'est possible ou pas, franchement? Oui, c'est possible. Il faut juste complètement changer les méthodes pédagogiques. On a démarré avec un réseau de pharmaciens sur des plans, au plan du management il y a quelques mois maintenant. Aujourd'hui, on le déploie dans des réseaux immobiliers ou dans des banques. Des formats d'1h30, 2 heures, de manière hebdomadaire, où on challenge beaucoup plus les stagiaires, notamment parce que finalement, on s'aperçoit, les neurosciences, tout le monde, que plus on évalue les stagiaires, où on les met en situation difficile, bienveillante mais difficile, plus ils sont performants. Et pour nous, aujourd'hui, la performance, c'est quoi? C'est le potentiel moins les interférences. Et donc, on doit réduire toutes les interférences au maximum. Donc, pour être dans un travail concentré, je lisais que vous vous adaptiez aussi et vous appuyez sur la méthode Montessori. Alors, pour ceux qui n'ont pas leurs enfants chez Montessori, qui sont des écoles, c'est quoi? C'est l'autonomie, la confiance, c'est ça? L'apprentissage par soi-même? Oui, la responsabilisation. Les fondateurs d'Amazon ou de Google ont été formés dans ces écoles, donc c'est déjà un petit indicateur intéressant. Et effectivement, c'est vraiment basé sur l'expérimentation et on s'aperçoit que finalement, ce que cherchent aujourd'hui les adultes, c'est la même chose que les enfants, hein. C'est essayer, tester, se corriger et recevoir des feedbacks. Et pas que des feedbacks qui soient négatifs, hein. On a l'habitude de dire que le plus beau feedback qu'on reçoit souvent, c'est lors de son oraison funèbre. Il y a moyen de la recevoir bien avant, d'accord, non, quand on est en formation, mais aussi des feedbacks de progrès, puisque finalement l'humain attend ça. Ça veut dire, dans ce que vous nous racontez, qu'il faut aussi repenser
la manière, et vous l'avez dit, de former, on est bien d'accord. Oui, il faut même être un peu plus punch, si je vous entends bien. Il faut clairement être plus punch. On a par exemple une nouvelle modalité où le groupe évalue chaque prestation de manière anonyme. Et donc, si Arnaud, vous étiez avec nous, vous auriez l'évaluation de vos pairs, tant sur votre posture que sur ce que vous racontez. Alors, c'est parfois un peu dur, mais pour autant, on a la vérité des prix. C'est un peu dur, mais il y a aussi l'idée du regard de ceux qui participent sur les autres et qui redonnent une concentration différente, un regard différent. C'est ça l'objectif. Concentration différente, et puis on se dit les choses avec, encore une fois, beaucoup de bienveillance, mais finalement, c'est tellement rare qu'on nous dise, voilà, pour progresser, il faudrait que tu fasses ça. Vous savez, on a une logique du feedback qui est souvent très positif. On oppose ça un petit peu à l'exigence, on se dit c'est mieux la bienveillance, mais ça s'oppose absolument pas, ça s'additionne. Et puis je vais le blesser, et puis j'ose pas, et vous, vous dites exactement l'inverse. Dites les choses avec bienveillance, on est d'accord, hein. Exactement. Sans agressivité, mais ce qui fait progresser l'autre, forcément. Et quand on réfléchit à finalement qu'a fait votre manager favori pour vous de toute votre vie, tout le monde vous répond la même chose. Quand on fait des sondages dans les conférences, puisqu'on fait des conférences sur ces thèmes-là, tout le monde nous dit le manager favori de toute ma vie, il m'a fait grandir, il m'a fait confiance. Bon, évidemment, il m'a donné un peu d'argent, mais grandir et confiance. Et ça ne peut passer que par l'exigence et le feedback. Gagnez 15% de votre temps surtout et réduisez votre charge mentale. Je pensais que vous auriez pu grossir un peu plus la réduction de la charge mentale sur le site, vous le direz à l'éditeur. Libérez votre temps et votre esprit pour être dans le présent, en fait, pour résumer, être dans son présent. Dans le présent, retirez les notifs, retirez les nocifs et tenez compte de votre biorhythme. Ça, c'est un punchline. Retirez les notifs, retirez les nocifs. Je le garde. Merci à vous, Nicolas Duguay, de nous avoir rendu visite, conférencier, directeur général de Préféra et l'auteur de ce livre que vous avez découvert il y a quelques instants. On tourne une page, on s'intéresse dans le cercle RH, qui est le débat de Smart Job, à la discrimination à l'embauche. Quelles sont les catégories de population les plus discriminées ? Comment se fait-il que nous ne réussissions pas à lutter contre ces discriminations? On va en parler avec nos invités. C'est le cercle RH juste après le jingle. Le cercle RH et le débat de Smart Job, débat quotidien pour parler de la discrimination, des discriminations à l'embauche. On va revenir évidemment sur les typologies, les femmes, les personnes d'origine ethnique, maghrébine par exemple, et autres. On y reviendra dans quelques instants. Et essayer de savoir ce qui a changé. Il y a une loi en 2017 dont personne ne parle jamais. Est-ce qu'elle a fait avancer les choses ? Pas sûr quand on regarde les chiffres. On en parle avec mes invités. Maya Agege, ravi de vous accueillir. Vous êtes déléguée générale de la FMD, l'Association française des managers de la diversité. Merci d'être avec nous. Et puis Éric Sédier, directeur d'ISM Quorum. Et vous êtes membre, comme personnalité qualifiée, je sais que vous y tenez beaucoup, du Défenseur des droits et membre de ce collège de lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité. Je m'autorise à me tourner vers vous, Défenseur des droits, institutions. Il y a des études, et une en particulier qui est sortie, faite par la défenseuse des droits. 37% des personnes qui ont été interrogées déclarent avoir été discriminées. Je me souviens, il y a 20 ans, d'avoir déjà commencé ma carrière en faisant des émissions sur ce sujet. J'ai objectivement pas l'impression que ce sujet évolue beaucoup. Il y a des périodes où des progrès sont à constater, il y a d'autres périodes où ça se dégrade un peu. C'est pas une évolution linéaire et un progrès continu, je dirais. Globalement, je pense que la situation s'améliore et en tout cas sa prise en charge, son traitement par les acteurs concernés, je dirais ça. Après, par rapport à ce à quoi vous faites référence, là c'est une étude de perception, donc la chose telle qu'elle est vécue par les premiers concernés. Ce qui n'est peut-être pas une réalité, c'est une perception. Et puis surtout, indépendamment de la réalité, la perception peut évoluer en elle-même. C'est-à-dire que la prise en compte du sujet, y compris par les personnes que ça peut concerner, peut évoluer et faire qu'on est plus aguerri et plus sensible à certaines situations qu'on ne l'était par le passé. Alors, je voudrais présenter ce livre. Il sort aujourd'hui, au moment où on fait cette émission, vous le sortez. Évaluer pour agir les diagnostics statistiques au service de la politique d'égalité AFMD et ISM Quorum. Donc, vous avez travaillé la main dans la main. Comme ce document est tout chaud, Maya, je voulais savoir quels sont les grands enseignements à tirer de ce document. Qu'est-ce qu'il en sort ?
Alors, je vais faire le parallèle avec ce que vous venez de dire et ce que vient de dire Eric. Jusqu'à maintenant, on regardait et on suivait beaucoup la perception. Là, ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage, c'est l'analyse de 75 diagnostics sur les 15 dernières années, c'est-à-dire finalement les pratiques RH, comment les pratiques RH sont mises en œuvre et est-ce qu'il y a des écarts des écarts de traitement entre certaines typologies de population. Oui, il y a des écarts. L'origine ? Il y a des écarts. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs critères qui peuvent être testés. Il y a l'origine ethno-raciale, vous venez d'en parler. Il y a le sexe, il y a le lieu de résidence, le handicap. La taille. L'apparence physique qui est une... On appelle ça la grossophobie. Je ne sais pas si vous l'intégrez dans la liste des discriminés. Tout à fait, l'apparence physique est une... Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas celle qu'on a testée dans ces études-là. Pour entrer dans le vif du sujet, on a beaucoup de RH sur ce plateau, vous l'imaginez, et qui réfléchissent, réforment, proposent sur la parentalité, sur l'inclusion, la diversité. Et elles sont impliquées sur ces sujets. Je dis elles parce qu'elles sont majoritairement des femmes. Quand même, souvent, elles nous citent le testing. Est-ce que vous, qui êtes des acteurs et qui avez remis est-ce que c'est l'unique et le meilleur moyen de savoir si leur modèle RH fonctionne ? Je vois sourire parce que, en préparant l'émission, j'ai vu que le testing, dont les journalistes parlent beaucoup, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Non, parce qu'il faut qu'elle soit adaptée à la situation qu'elle teste. Donc cet ouvrage sur la base de 75 diagnostics, et on est effectivement dans le dur de la réalité des situations telles qu'on peut les tracer par des données. Bon. Le testing, vous prenez 2 CV fictifs que vous construisez pour qu'ils soient complètement comparables, sauf sur un critère, un homme, une femme, et vous testez les réactions des recruteurs. Premier niveau de discrimination, un homme, une femme. Voilà. C'est un exemple que j'ai pris. Oui. En tout cas, vous avez relevé la chose importante. On va tester le premier niveau de la réception des CV. Et avec des CV fictifs, évidemment, on ne pourra pas aller plus loin. Dès lors qu'on veut des données sur la personne réelle derrière, dès lors qu'on veut un entretien, on ne peut plus faire du testing. Cet ouvrage, il insiste sur le fait qu'il y a au moins 3 grandes familles de méthodes aujourd'hui maîtrisées pour faire du chiffre sur d'éventuels écarts discriminatoires. Le testing, mais limité à ce moment dont on a parlé, et des statistiques sur des données RH réelles, les vraies personnes qui ont candidaté physiquement, et leurs données constituent un fichier de candidature. C'est une autre façon d'explorer ce qui se passe dans le recrutement, mais là, on va pouvoir faire tout le processus de recrutement. Et troisième famille, les données RH réelles des salariés, donc les fichiers carrière, les fichiers RH. Et là, on va pouvoir tester d'éventuels écarts discriminatoires selon le critère qu'on veut, disponibles dans les données, dans les carrières, dans l'accès à la formation, etc. Mais Maya, les discriminations ethniques, j'évoquais tout à l'heure les personnes d'origine maghrébine qui, dans l'étude, évoquent effectivement un sentiment en tout cas de discrimination, le sexe, l'âge et le lieu de résidence. Les biais, c'est des biais cognitifs. Les RH, en fait, sont victimes, à leur insu, de biais cognitifs. Comment on fait pour, justement, les gommer et faire en sorte qu'une personne compétente, mais qui ne soit pas dans les critères, puisse être recrutée ? Parce que c'est ça le fond de l'histoire. Oui. Alors, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on va effacer les biais. C'est impossible, on est d'accord. Et ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre conscience de ces biais et d'adapter les process RH pour que, dans la façon de gérer et de suivre les étapes de présélection, de sélection et de recrutement, qu'on ne soit pas impacté par ces biais. Dans ce qu'on voit, on voit par exemple depuis cette quinzaine d'années qu'il y a plus... 2006-2023 l'étude. Exactement, 2006-2023, donc il y a vraiment un aspect évolutif, longitudinal. Ce qu'on voit d'abord, c'est que selon les critères, on ne va pas être discriminé au même moment. Par exemple, il y a finalement peu d'écarts dans le recrutement femmes-hommes, mais il va y avoir des écarts dans le recrutement en lien avec le critère ethno-racial. Pareil sur le handicap, enfin pareil, ou plutôt. Donc ça veut dire, pour être concret, on met de côté des CV parce qu'ils sont de noms à consonance maghrébine, africaine. Pour être concret, c'est ça la réalité. Alors, une des méthodologies, c'est effectivement de partir sur les patronymes et donc d'analyser la façon dont, selon le patronyme sur le CV, on va proposer un entretien ou pas. Et croiser avec le lieu de vie.
on peut. Non, mais je veux dire, c'est une autre indication. Exactement. On voit souvent des jeunes qui disent, quand je mets Seine-Saint-Denis, Aulnay, eh ben, j'ai moins de chance qu'un jeune qui met Paris 7e. C'est certain. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait, tout à fait. Et là, tout le travail qu'on a fait avec ISM Quorum, ça a été de dire les employeurs peuvent s'emparer de ces méthodologies, de ces diagnostics, pour agir et être proactif et non pas subir, parce qu'on sait les débats de 2023 autour de testing, pas testing, oui. comme vous en avez parlé, quel type de testing, sur quel critère. Donc nous, on s'est dit, non, on a le recul nécessaire pour dire, voici comment mettre en place un diagnostic. Hors testing, qu'on évoquait tout à l'heure, même s'il a existé notamment dans le cas des discothèques, puisqu'il y a eu de la discrimination sur les lieux festifs, on se souvient de testing, des SOS racisme, qui physiquement, sur les plages, allaient physiquement tester. Ça ne se fait pas encore en RH. On n'envoie pas des testeurs, des faux candidats pour voir la manière, même jusqu'à filmer l'entretien. Ça ne va pas jusque-là. On le fait. On ne fait pas des choses avec cet objectif, celui qui était l'objectif qu'avait SOS Racisme, et donc on ne le fait pas exactement de la même façon. Bon. Dans tout ce qu'on présente dans cet ouvrage, on parle de méthode statistique, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup, une entrée dans une discothèque, c'est des CV, des coupes de CV par centaines de milliers, 2006-2023. ou des statistiques longitudinales. Hein. Et c'est très utile par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que... je reprends une autre formule que vous avez eue, on met de côté des CV maghrébins. Bon, ça ne veut pas dire qu'on, de façon délibérée, bon, il y a peut-être quelques cas marginaux encore, mais de façon délibérée, on dit celui-là, je le mets de côté, j'en veux pas. D'accord. Bon, c'est du préjugé, c'est les habitudes, c'est les contraintes sous lesquelles on travaille, il faut aller vite, on n'a pas forcément les outils, on n'a pas certains réflexes, on n'a pas déconstruit certaines visions des choses. Bon, tout ça. La production d'indicateurs statistiques sur les écarts que l'on repère, voilà, ça permet de visibiliser ça. Ça permet de faire sauter le déni, déjà. D'ailleurs, j'ai lu, je fais une parenthèse, que peu de gens, finalement, se retournent vers le défenseur des droits, puisque c'est le défenseur des droits qui peut répondre à ce sentiment ou cette réalité de discrimination. Les gens ont eu le sentiment d'avoir été discriminés, parfois à tort ou à raison, mais souvent ils ont raison. Mais en fait, il ne se passe rien, on est d'accord. Alors, c'est vrai Faux. que... je ne vais pas dire que vous avez tort. Mais faites-vous plaisir. Je vais plutôt dire que, dans un premier temps, il y a, en termes de recours pour les victimes, il y a une première étape qui va être de se tourner dans le cercle du travail, et donc auprès des RH, auprès du manager, auprès des collègues, avant de passer à l'étape suivante. Si les recours internes n'ont pas donné lieu à une action, Là, le défenseur des droits. et là, exactement, il y a une saisie. Je ne veux pas qu'on se quitte, parce que la question du handicap, j'ai parlé de la grossophobie, c'est-à-dire la taille, mais il y a aussi la question du handicap. On voit aujourd'hui des entreprises très engagées, en tout cas une volonté politique de réduire le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de postes aujourd'hui pas pourvus et de personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas. Et fait partie des discriminations. Ouais. Et en fait, moi je trouve que c'est une situation... je ne sais pas si le mot intéressante est le bon mot, mais dans cette analyse qu'on a faite, on s'est rendu compte qu'au niveau du recrutement, il n'y avait pas d'écart entre une personne avec un handicap et une personne sans handicap dans le recrutement, mais que les écarts de traitement, ils se faisaient dans la carrière. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que Donc, ça a progressé sur ce sujet. Ça a totalement progressé, Voilà. mais ça n'explique pas pourquoi il y a des personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas de travail et pourquoi il y a des jobs qui ne sont pas pourvus. Alors, j'ai le sentiment, moi, de mon côté, que c'est plutôt l'entreprise qui, elle, est pas prête à accueillir, enfin, sur des questions de mentalité. Est-ce que c'est ça le sujet sur les personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est ça c'est l'incompréhension de l'autre qui fait qu'on ne prend pas l'autre? Ça joue, mais c'est pas que de la représentation et de la vision les uns des autres. C'est pas que de la sociologie, en fait. Enfin, c'est pas que de la représentation, je dirais. C'est pas que de la façon dont on se voit les uns les autres ou dont on se comprend ou pas. C'est aussi les procédures concrètes de travail. C'est les outils. Un logiciel est tout à fait capable de discriminer s'il est mal construit. On se souvient d'Amazon. On parle donc l'algorithme discrimine. Voilà, donc l'algorithme discrimine. Les organisations sont plus ou moins faibles par rapport au risque discriminatoire. Hein. Une organisation décentralisée avec un nombre multiple d'intervenants pour recruter, avec des gens qui ne sont pas forcément, dont c'est pas forcément le métier principal. Il va y avoir le recruteur, le manager, le directeur d'établissement
au passage, et puis peut-être des collègues qui vont faire pression. Bon, ça c'est une situation où le risque discriminatoire sera bien plus fort qu'un exercice de recrutement qui sera dédié à quelqu'un de professionnalisé, qui aurait été formé contre les risques discriminatoires. J'évoquais tout à l'heure la loi, excusez-moi, de égalité et citoyenneté 2017. Sur l'obligation de formation des recruteurs. Parce que ça touche directement votre sujet, c'est-à-dire l'idée qu'on les forme. Elle a porté ses fruits, cette loi, ou pas? Il y a une enquête, une grande enquête en ce moment par la DARES pour justement vérifier si ça a porté ses fruits. C'était aussi l'idée d'analyser les diagnostics RH. Ça a été l'idée, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a des progrès avant cette loi. Depuis cette loi... C'était ma première question, en quelque sorte. Oui. Quelle est la trajectoire? Alors, vous disiez d'ailleurs qu'on était dans une courbe qui faisait des hauts et des bas. Ouais, je pense que ça progresse quand même dans la prise en charge et les outils pour le faire de la question. Et je pense que c'est un des intérêts pour lequel vos auditeurs RH peuvent lire ce guide, c'est qu'on essaie de montrer dans cet ouvrage la variété d'outils de mesures statistiques à disposition pour aujourd'hui détecter des écarts discriminatoires, j'ai envie de dire, à peu près partout et à peu près sur n'importe quel critère, pour peu qu'on utilise la bonne méthode à appliquer au bon endroit. Guide et donc tableau de bord très instructif pour l'ensemble des DRH et des équipes RH. C'est ça l'objet. C'est ça, Maya, l'idée. C'est que c'est aussi la preuve statistique en chiffres qu'il existe toujours des discriminations et que donc il faut lutter pour les réduire. On est d'accord? Tout à fait. Merci à vous, AFMD, Association française des managers de la diversité, ainsi que ISM Quorum, donc vos équipes, Éric Sédier, qui ont travaillé sur ce guide, et puis allez donc voir les sites respectifs de chacun, engagés sur ces questions. Puis vous, les DRH, je vous invite évidemment à regarder, lire ce guide, qui est un tableau de bord. Voilà, et Maya le fait en parallèle avec moi, parce que je crois qu'elle est très heureuse que ce travail soit sorti. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet important, essentiel, parce que c'est un enjeu RSE pour les entreprises, c'est un enjeu fort. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, notre dernier invité, et on l'accueille évidemment tout de suite. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des militaires. Alors ceux qui vont quitter leur carrière, ils la quittent parfois à 40, 45 ans, ils finissent leur mission de militaire et puis ils vont reprendre un emploi. Ils sont très recherchés, ces militaires, pour plein de raisons, et on va en parler avec Clément Tétu. Bonjour Clément. Bonjour. Président fondateur du cabinet RH Pépites. Ça porte bien son nom parce que ces militaires sont souvent des pépites. Vous êtes vous-même un ancien commando des forces spéciales, donc vous connaissez bien cet univers. Pourquoi c'est des pépites? Je pense à des profils comme le vôtre et ceux que vous recrutez, parce que la moindre erreur en mission et on perd la vie. Donc quand on arrive en entreprise, on a quoi? Une exigence, une rigueur, j'imagine. C'est vrai qu'il y a une culture de l'exigence et de la perfection qui fait que ce sont des profils qui demain en entreprise vont être assez efficaces. Mais pourquoi ce terme de pépite? C'est que très souvent ces profils, sous-évaluent leur potentiel par rapport à leur emploi demain dans le monde civil. Et donc nous, notre rôle, notre mission, c'est finalement de les accompagner au fait qu'ils prennent conscience de leurs talents, de leurs valeurs, pour eux-mêmes, de leurs compétences, de leurs propres compétences, bien sûr, pour ensuite les orienter vers les meilleures opportunités et vers les meilleures carrières dans leur deuxième partie de vie. En fait, il y a deux sujets que vous adressez. Il y a à la fois redonner confiance à ces militaires qui ont en fait des compétences qu'ils ignorent et dire aux entreprises, attention, ne le prenez pas uniquement pour faire de la sécurité ou du renseignement. Il est capable de faire plein d'autres choses, ce militaire. C'est bien ça. Il y a en effet d'une part cette partie de coaching de ces militaires pour leur faire prendre confiance qu'ils ont un talent, pour les accompagner et mieux les orienter, mais aussi auprès des entreprises, de les sensibiliser à toute la plus-value que peuvent avoir ces profils. Là, aujourd'hui, votre entreprise Pépite, j'imagine, détecte par vos réseaux, par évidemment le fait que vous soyez vous-même un ancien militaire, tout ça les rassure. C'est quoi les profils qui poussent la porte de Pépite? C'est plutôt des gens de l'armée de terre opérationnels et double question, qu'est-ce que recherche l'entreprise? Alors, pour ce qui est des profils que l'on attire, finalement, ils viennent de toutes les armées, parce que déjà, au sein même de mon équipe, on est une équipe de 7 personnes, tous issus des différentes armées, que ce soit la Marine nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie. Vous balayez l'ensemble du spectre. Voilà, il n'y a pas de distinction. Donc, par rapport à cela, on attire des profils qui ont pu œuvrer dans les 4 armées, et surtout à tout type de grade,
et à tout niveau, comment dirais-je, d'expérience, tant des engagés volontaires à des contrats courts que des personnes qui ont fait toute leur carrière dans les armées. Et ensuite, pourquoi les entreprises viennent pousser notre porte? C'est tout simplement qu'elles viennent rechercher de l'engagement avant tout. Des profils qui vont avoir une volonté de loyauté vis-à-vis de leur entreprise et surtout de servir une mission, celle de l'entreprise. Mais ça elle est greffée, en tout cas elle est cousue sur le cœur des militaires. Hein. Enfin, ils se battent pour la nation. L'entreprise, elle recherche quoi? C'est du tertiaire, c'est des métiers plutôt techniques, c'est des métiers où ces militaires vont être formés lorsqu'ils vont entrer. C'est quoi les postes possibles? Alors déjà, moi j'ai créé cette entreprise dans le but d'ouvrir le champ des possibles. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, la sécurité est souvent vue comme un des secteurs qui recrute beaucoup d'anciens militaires, ce qui est une réalité. Maintenant, moi mon objectif c'est d'aller ouvrir ce champ des possibles dans les environnements... Au-delà, bien entendu. La majorité des placements que l'on fait, ce sont dans le secteur comme la logistique, dans les assurances, dans la grande distribution, dans les transports, dans les services d'entreprise. Et donc, par rapport à cela, ce qu'elles viennent rechercher, c'est des profils qui vont être adaptables à leur environnement, qui vont pouvoir faire preuve de créativité, mais aussi de précision dans leur travail au quotidien. Et là, vous sentez, côté militaire, un appel d'air, c'est-à-dire ceux qui quittent la carrière, certains militaires s'en vont souvent un peu tristes de quitter l'armée. Vous sentez qu'il y a un appel d'air, que ces militaires disent « mais moi, ça m'intéresse, j'ai envie de reprendre un emploi dans le champ des possibles », ce que vous évoquez. Alors, je ne sais pas s'il y a d'appel d'air à proprement parler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les militaires quittent l'institution à 30 ans. Et 30 ans, c'est très souvent le moment où on commence à construire une vie de famille. Donc ce n'est pas forcément lié à une déception vis-à-vis de l'armée, mais plutôt d'un autre projet de vie dans lequel va s'inscrire un projet familial très souvent. Donc par rapport à cela, c'est plutôt des personnes qui vont chercher un nouveau rebond avec un autre environnement, certes différent des armées. On ne va jamais vivre la même chose dans les armées avec le même niveau d'adrénaline. Cependant, on peut s'accomplir dans une mission au sein d'une entreprise. Merci d'être venu nous rendre visite, Clément Pétu. Merci à vous. Vous-même ancien, je le rappelle, commando des forces spéciales et aujourd'hui entrepreneur, fondateur du cabinet RH Pépite, cabinet grand ouvert à l'ensemble des corps d'armée. Vous avez cité la gendarmerie, les pompiers aussi poussent la porte. Tout à fait. On a oublié les pompiers qui eux aussi font preuve d'une très grande rigueur en mission et qui, je crois aussi, sont des pépites pour les entreprises. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. C'est terminé évidemment, mais je vous retrouve évidemment très prochainement. Merci à Angel, j'allais prononcer à l'espagnol, Angel à la réalisation, Thibaut au son, et merci à l'équipe de programmation de Nicolas Juchat et Olympe qui m'ont accompagné et parlé dans l'oreille. Merci à vous, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Bye bye.